Le cancer du sein, c'est une réalité qui frappe bon nombre de femmes burkinabées, mais il faut savoir que vaut mieux se faire dépister tôt tout simplement. Il faut aller à la prévention de ce cancer du sein-là qui est qui est un tueur silencieux. Il faut le rappeler pour justement mieux protéger nos femmes. Aujourd'hui, on parlera de lutte contre le cancer du sein. Déjà dans la rubrique invité du jour, nous allons partager avec vous une histoire réelle. On reçoit un monsieur qui a malheureusement perdu sa femme, décédée de cancer de sein. Et il a décidé de coucher tout ça sur papier. Apparemment, il a bien écrit donc l'histoire de cette femme-là, qui est sa femme, qui est son propre histoire, il faut le rappeler, qui sont un sida ou donc le combat d'une femme contre le cancer du sein. C'est le titre de son livre. On va découvrir ce livre-là avec l'auteur, monsieur Vincent Nikema. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Bien avant ça, Elhaj Smail Arabo, le directeur de l'information de Savan Media, nous retrouvera pour notamment nous parler de l'actualité. Et aujourd'hui, c'est vendredi, on parlera de sécurité routière avec monsieur Nema Palinfo de Victoire Auto École. Honoré Onadja sera là pour les rendez-vous du week-end. En passant également, on recevra la Miss Golden Tea International 2023. Elle sera là également pour nous parler de lutte contre le cancer de sein parce qu'elle organise une activité dans ce cadre. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, voici justement planter le décor de cette émission et ses différentes articulations. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Bonjour le Faso. Nous débutons l'aventure à Wemtenga puisque nous découvrons la rue Wemba Poko de Ouagadougou.
Et pour la revue de presse de ce matin, nous sommes avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Ismaïla Rabo. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, à vous tous. On démarre par quel journal? Sidoya. Sidoya, pour commencer, Assemblée législative de transition, 7 nouveaux députés font leur entrée. Coopération bilatérale, les diplomates belges et canadiens font leurs adieux au Premier ministre. Examen du BTS 2024, plus de 1400 candidats à l'assaut du diplôme. Dans Chronique de Sidoya, aujourd'hui on retient Vive les vacances. Fonds de soutien patriotique, de nouvelles contributions de plus de 18 millions de francs CFA enregistrées. Insécurité routière au Burkina Faso, les compagnies de transport impliquées dans 1303 accidents. C'est sur 5 ans, note citoyenne. Le journal Le Quotidien affiche à sa une ce matin, Assemblée législative de transition, adoption d'un nouveau code minier. 7 nouveaux députés font leur entrée. Lutte contre l'extrémisme violent au Burkina, la guerre de la communication se poursuit et notre pays doit se donner les moyens de la gagner. Dixit Nestor Kaoun, chargé de mission du ministre en charge de la communication. Effort de paix, les fonctionnaires burkinabés de l'UEMOA donnent environ 19 millions de francs CFA. Dans la rubrique digne d'intérêt du journal Le Quotidien, on peut lire Axkamti Gawan. Une dame accouche dans un cas de TSR. Niangoloko, le gouvernement au chevet de 173 Burkinabés refoulés de Côte d'Ivoire. Puitenga, un jeune poignard à mort, un plongeur dans un hôtel. Niger, le super 91 à 499 francs CFA le litre à partir du 23 juillet prochain. Nous avons aussi sous la main le journal quotidien aujourd'hui au Faso. Frontière Burkina-Côte d'Ivoire, une délégation gouvernementale au chevet des Burkinabés refoulés. Insécurité routière au Burkina, les véhicules de transport en commun impliqués dans 1303 accidents en 5 ans. Contribution à l'effort de paix des concitoyens donnent 19 millions de francs CFA. Et puis on peut lire 70 millions pour le Niger, entendez 70 millions de dollars, bouffée d'oxygène et victoire d'étape pour le CNSP. ALT, les députés politiques valident leur mandat. On peut lire aussi Niger, réduction des prix de l'essence et du gasoil à la pompe par le gouvernement. C'est allié à la page 3 de Aujourd'hui au Faso ce matin. Le ministre Kobena Youmani au sujet des accusations de déstabilisation. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec ses voisins, dit-il. L'Obs à présent, l'observateur Palga affiche à la une du journal ce matin. Accident impliquant les transports en commun, ministère de tutelle et fêtière en covoiturage pour la sensibilisation. ALT, quitus pour le nouveau code des miniers, le mandat des représentants des partis politiques validé. Dans une lettre pour l'AI, comme tous les vendredis, même samedi et dimanche, Maître Cam pointe à la justice. Moussa Diallo, désormais maître assistant de philosophie, spéculation foncière sur les berges d'un canal à Samba. Et puis week-end d'allégresse chez les catholiques de Bobo. On peut lire aussi La Poste Burkina, le plus grand livreur, s'ouvre aux hommes de médias. Concert live Dan Toussaint, des terrains de sport à la scène du Sénaza. Et puis forum transméditerranéen en Libye, c'est dans Regard, dans les eaux troubles de la migration clandestine. Et puis nous terminons avec le journal Le Pays, capitale des mines au Burkina. La part de l'État passe de 10 à 15%. Récurrence des accidents sur les axes routiers. Nos compagnies de transport ne doivent pas être des cercueils pour nos populations, selon Roland Somda, ministre en charge des transports. Dans Pot-Pourri, nouvelle ALT, les candidats du PPS recalés. Tension entre l'AUS et la CEDEAO, des pistes de solutions. Et puis, on peut lire aussi Mokhtar Diallo, candidat à la présidence de la FBF. Je veux contribuer à la renaissance du football burkinabé. Actu Sport, Côte d'Ivoire, l'étonnante révélation de Pépé sur son départ d'Arsenal. Semaine de Poco, 16 caractéristiques d'une femme forte de caractère. Mystère psychique et spirituel, des clés pour se forger un avenir radieux.
élection de la Ligue régionale de football du Nord, la candidature du président sortant décriée. C'est ce qu'on peut lire ce matin à la une des quotidiens. Merci bien, Elage. Retour sur quelques sujets d'actualité. Débutons à l'ALT, 7 nouveaux députés accueillis. Oui, vous savez que après les assises nationales de fin mai 2024, qui ont consacré la modification de la charte de la transition, il a été retenu que le quota accordé aux partis politiques allait rester à 12 députés, mais que ces 12 députés n'allaient plus être désignés par les anciennes dénominations qu'on avait encore sous l'ère Kaboré, ex-majorité, ou après le président Kaboré, bien entendu, sous le président Damiba, c'était la même chose. Hein. C'était ex-APMP, ex-CEFOP, ex-ONA, et puis autres partis politiques. À partir des assises de fin mai 2024, les députés représentant les partis politiques sont désignés par les partis politiques qui ont participé aux assises nationales. Donc, l'ex-APMP n'a plus droit à des députés, l'ex-EFOP n'a pas eu droit à des députés, l'ex-ONA non plus, les autres partis. Finalement, c'est l'ensemble des partis politiques qui ont consenti à participer aux assises nationales, qui se sont concertés pour désigner 12 députés. Au final, ils ont retenu 5 députés qui étaient déjà à l'ALT. Okay. Voilà. Et ils ont désigné 7 nouveaux députés. Ça veut dire qu'il y a eu, par ricochet, 7 nouveaux départs. 7 départs, en fait. Voilà. Et donc, 7 nouveaux arrivants. Et hier, ils ont été accueillis. Ils ont été acclamés. Et donc, leur mandat de député sur les 5 années à venir ont été validés. Voilà. Et les nouveaux députés, hein, c'est Wilio Koulibaly, c'est Adjaratou Ouedraogo, c'est Ali Badra Ouedraogo, c'est Mahamadou Salogo, Abdoulaye Sawadogo, Herman Yelkouni et François Zangré. Ce sont les 7 nouveaux. Ceux qui sont restés, ce sont Ousmane Danfodio Diallo, Drissa Sanogo, Mariam Sidibé, Abdoulaye Soma et Arnaud Yantema Tendame. Okay. Donc ça fait au total 12 députés représentant les partis politiques à l'ALT qui sont des députés dont les partis politiques ou dont eux-mêmes ont consenti de prendre part aux assises nationales. Ça sonne comme un peu une sanction qui est infligée à ceux qui ont boycotté, on va dire comme ça, les assises de mai passé. Ce sont les représentants de partis politiques les moins connus? Oui. Ce sont des petits partis politiques pour la plupart, parce que finalement, les grands partis politiques n'ont pas voulu, pour diverses raisons, participer aux assises. Et on avait évoqué en son temps les raisons évoquées par exemple par l'ex-APMP sous la signature de l'ancien ministre Pierre-René Clément Sawadogo. Il y avait le retard dans l'invitation, il y avait le manque de documents de base et d'ordre du jour fixe, il y avait les problèmes de sécurité qui étaient posés parce que les Waïans disaient si vous ne donniez pas tel nombre d'années de mandat au président Ibrahim Traoré, ça risque de mal se passer. Voilà. Beaucoup de choses avaient été évoquées en son temps pour que ces partis-là ne participent pas. Mais comme la scène politique est dynamique, ça veut dire que vous pouvez être un petit parti aujourd'hui et puis après vous devenez un grand parti. Vous pouvez être un grand parti aujourd'hui, après vous devenez un petit parti. Ça peut constituer aujourd'hui là le carrefour d'une nouvelle dynamique de la scène politique burkinabé, où les petits vont devenir grands et où les grands vont devenir petits. Parce que si sur 5 ans, vous n'avez pas d'activité en tant que tel, bon, vos militants risquent de se retrouver ailleurs. Et si pendant 5 ans, un petit parti est représenté à l'Assemblée et que il accompagne la dynamique de reconquête du territoire et puis de développement du pays, il peut se retrouver avec beaucoup plus de militants qui n'en avait avant la situation qu'on vit actuellement. Deuxième sujet, on s'intéresse au domaine du transport. Oui. Hier, c'est inédit ce qui s'est passé hier. Le ministre des Transports, Roland Somda, a demandé à la BNSP de faire le point
des accidents de la route qui impliquent les sociétés de transport en commun, qui nous conduisent à Bobo, qui nous conduisent à Fada, à Manga, à Waigia, un peu tout le temps, qui quittent Nyangoloko pour Bobo, qui quittent Banfora pour Nyangoloko, je ne sais pas, qui quittent Manga pour Tenkodogo, voilà, qui font les routes interurbaines là, de faire le point des accidents dans lesquels ces sociétés de transport là sont impliquées, tout au moins de 2019 à 2024, sur 5 ans. Et puis, la BNSP, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, sort les statistiques pendant que les acteurs des transports en commun sont là, les fêtiers, les associations, les promoteurs de sociétés, tout ça. Ils sont là, on sort et puis on dit voilà, on fait le classement macabre. Ce sont les DINA là qui tuent plus sur les routes. Oui. Oui, les DINA, souvent sans nom. Il n'y a pas de dénomination précise. Vous arrivez à la gare de l'Est, par exemple. Parfois, on n'a même pas besoin de la gare pour transporter les gens. On prend les gens à tous les carrefours. Voilà, avec très peu de commodité et avec tous les risques possibles. Ce sont ces DINA-là qui causent le plus de morts sur les routes. Premier au classement, donc c'est le maillot jaune. Et puis après, c'est STAF. Bon, je vais dire au passage que ça fait au total sur les 5 ans 1303 accidents dans lesquels ces sociétés de transport en commun, ces bus-là sont impliqués. 1303, avec 324 morts. Voilà. Des centaines de blessés. Voilà. Maintenant, les DINA là sont maillot jaune et puis STAF arrive en deuxième position. STAF avec une centaine de cas d'accident. Voilà, avec une soixantaine de morts. STAF. Ensuite, TSR. TSR avec une centaine d'accidents, 105, avec une cinquantaine de morts. Voilà. Et puis ça descend Sotraco. Sotraco, c'est quand même un cas parce que Sotraco qui ne tourne qu'à Ouaga, on aurait dû s'attendre à moins d'accidents de la part de la Sotraco parce que la Sotraco ne fait pas les routes interurbaines comme les autres, même si elle en fait de temps en temps. Mais Sotraco est concentré à Ouagadougou. Et puis Sotraco arrive pratiquement quatrième sur la liste, avec quelques dizaines de cas d'accident et puis pas moins de 5-6 morts, voyez-vous. Donc, ce classement-là a permis au ministre de dire voici les faits. Maintenant, pour les autres sociétés de transport, c'est 5 morts, 2 morts, 1 mort, beaucoup de 1 mort sur 5 ans. Bon, c'est pas bien, mais c'est relativement raisonnable. Parce qu'on ne peut pas faire du transport sans risque. Ça n'existe pas. Mais quand ça dépasse certaines limites, l'imprudence, la vitesse, la négligence, la fatigue, tout ça, ce sont des éléments humains qu'on peut supprimer, qu'on peut annuler si on met de l'organisation et si on met de la rigueur dans le travail du transport. Quand vous transportez des hommes, vous devez être prudent, vous devez être responsable, vous devez être comptable de tout ce qui arrive. Et c'est ce que le ministre a fait. Il a mis chacun devant ses responsabilités et il a dit, bon, bien entendu, si vous avez beaucoup de cas, on peut comprendre que vous preniez plus de risques que quelqu'un qui a moins de cas que vous. Voilà, STAF par exemple, qui a des cas sur tous les tronçons pratiquement, qui fait pratiquement toutes les villes qui sont encore atteignables aujourd'hui, bon, peut faire plus d'accidents que les autres. Mais ça ne doit pas devenir sa tradition. Ensuite, après STAF, ça doit être TSR qui suit en nombre de destinations, en nombre de bus, tout ça. On peut comprendre. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être les champions de la mort. Et le ministre a dit, il ne faut pas que vos cas-là se transforment en cercueil des populations. Donc, il les a mis devant leurs responsabilités et il leur a dit, faites tout pour que, aux prochaines statistiques, là, on ne se retrouve pas avec les mêmes chiffres. Avec 1303 accidents, avec des centaines de morts et de blessés, et avec les mêmes noms des sociétés qui sont responsables de ces situations. Je pense que c'est inédit parce que par le passé, on n'a pas pointé la responsabilité de chaque société, de chaque patron comme ça. Si bien que chacun pouvait vouloir noyer le poisson dans l'eau, c'est-à-dire dire oui, il y a des accidents, c'est toutes les sociétés, c'est pas nous seulement, il y a des chauffeurs, c'est pas nos chauffeurs seulement, c'est tout le monde. Maintenant, là, on sait qui a fait combien d'accidents, qui a fait combien de morts, combien de blessés, et puis à qui le ministre a parlé directement. Donc, normalement, l'année prochaine, dans 2 ans, on devrait se retrouver avec moins d'accidents, et moins de blessés, probablement avec 0 mort. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite.
C'est à saluer. Alors, parlons maintenant des Burkinabés refoulés par la Côte d'Ivoire. Oui, les 173. Oui. Oui, les ministres de l'action humanitaire, Nandi Sommet et délégué à la sécurité, Mamadou Sanan, se sont rendus à l'ouest du Burkina pour justement s'assurer que les Burkinabés ont été bien accueillis à Yendéré, qu'ils ont été logés, alimentés, qu'ils ont été soignés, surtout qu'il s'agit essentiellement de femmes et d'enfants, comme le gouvernement a dit en Conseil des ministres il y a 2 jours. Et je crois que c'est ce à quoi ils ont assisté et ils ont salué la qualité de l'accueil. Maintenant, ils ont dit, ils sont allés pour réconforter les populations, pour les rassurer et pour, en fait, exécuter les instructions du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a insisté pour que la délégation gouvernementale là, prenne le plus grand soin de ces Burkinabés et garantisse que tous les Burkinabés qui seront dans cette situation-là seront protégés, d'où qu'ils viennent ou d'où qu'ils aient été refoulés. Le gouvernement a dénoncé en Conseil des ministres déjà les conditions non humanitaires qui ont accompagné ou qui ont environné le refoulement de ces Burkinabés-là. Ça veut dire que pour le Burkina Faso, les choses ne devaient pas se passer comme ça. Le ministre porte-parole du gouvernement a regretté que ce soit les membres d'une même communauté qui soient ainsi chassés de la Côte d'Ivoire. Même si les autorités ivoiriennes ont dit, je crois, courant juin, qu'elles entendaient ramener dans leur pays les réfugiés qui avaient quitté pour une raison ou pour une autre là, parce que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas gérer tout le temps et tous les cas qui se présentent à elle. Bien entendu, ça veut dire que les autorités burkinabées étaient prévenues, ça ne doit pas être une surprise, mais ça veut dire en même temps qu'elles doivent créer les bonnes conditions d'accueil d'autres burkinabés qui pourraient être refoulés, parce que ce sont des milliers et des milliers qui se trouvent actuellement en territoire ivoirien à cause de l'insécurité. Terminons par le code minier. Oui, les députés, en plus d'avoir validé le mandat de 7 nouveaux députés politiques hier, ont examiné un projet de code minier et ont validé les modifications qui ont été proposées par le gouvernement. Et il y en a quelques-unes qui sont originales. Par exemple, le passage du capital de l'État dans les sociétés minières industrielles qui passe de 10% à 15%. Dans toutes les sociétés minières industrielles qui sont installées au Burkina, l'État avait automatiquement et systématiquement 10% des actions. Maintenant, ça passe à 15% pour augmenter la part de l'État dans ces sociétés. Le nouveau code minier dit aussi que les entreprises minières internationales ont obligation de participer à la constitution de la réserve d'or du Burkina, qui est en cours. Parce que par le passé, le gouvernement l'État burkinabé avait 0 g d'or dans ses réserves d'or. 0 g. Voilà. C'est maintenant, je crois, à partir du MPSR 2, que décision a été prise de faire en sorte que le Burkina ait son propre stock d'or, parce qu'il peut en avoir besoin à tout moment. Et les sociétés minières industrielles là seront obligées de participer à la constitution de cette réserve d'or là. On ne sait pas à quelle quantité par an ou par mois, mais des arrêtés probablement viendront ou des décrets d'application préciser les détails. Le Fonds minier de développement local, vous savez qu'avant, il ne pouvait financer que les activités dans les communes. Aujourd'hui, là, le Fonds minier de développement local finance l'effort de paix, l'effort de guerre et participe au Fonds de soutien patriotique. Donc, ça a été ajouté. Et on a même précisé que le Fonds minier de développement local va aussi financer le Fonds de soutien à la sécurité nationale. Voilà. Donc c'est encore un plus. Le taux des redevances proportionnelles affectées à l'alimentation du Fonds minier de développement local sera désormais déterminé par voie réglementaire. La convention minière est susceptible de négociation d'un projet minier à l'autre. Avant, il y avait une seule convention minière, un seul contrat minier type pour toutes les sociétés. Okay. Maintenant, là, le gouvernement peut négocier au cas par cas. Voilà. On peut négocier avec ABZA de tels termes et puis après avec l'or de tel autre terme. Okay. Parce que ce n'est pas les mêmes sites, ce n'est pas les mêmes conditions, ce n'est pas les mêmes années d'installation, ce n'est pas les mêmes sociétés, ce n'est pas des sociétés qui viennent du même pays. Voilà. On peut regarder au cas par cas et puis faire en sorte que le gouvernement ou l'État burkinabé gagne davantage dans les sociétés minières. Et puis, on oblige aussi maintenant les sociétés minières à ouvrir leur capital à des nationaux.
des Burkinabés peuvent aller prendre des participations dans les sociétés minières. Si vous êtes des à quelques actions, milliards, des actions. Si vous êtes à des milliards, bon, des millions, et puis aller à Bissa Gold. Et puis, si Bissa Gold ouvre son capital, et dit oui, je prends, voilà, 250 actions à hauteur de, je ne sais pas, 150 millions. Quelque chose comme ça. De sorte que les Burkinabés, le Burkina et l'économie burkinabé profitent de la manne financière issue de l'or. Ça serait bien. Oui. Je crois que c'est l'objectif. Bon, ça c'est je crois c'est le juste milieu entre l'ouverture totale et l'ouverture à la prédation et puis la nationalisation de toutes les sociétés minières. Si on dit aujourd'hui là l'État reprend toutes les mines, tout le monde retourne chez lui, nous on va creuser notre propre or et puis l'exploiter, bon, alors qu'on n'en a pas tous les moyens. Voilà. Mais au moins que notre or là nous profite moyennement. Mais qu'on ne perde pas tout comme c'était le cas par le passé pratiquement, mais qu'on ne prenne pas tout pour nous seuls aussi, parce qu'on est dans un monde ouvert où les investisseurs étrangers participent énormément au développement des États. Merci bien, Elhadj. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant découvrir les couleurs du temps des vides d'affaires. C'est dans la La société IP+, vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ngam taaba kulum kalam la fulta chaka son problème woro yelle yelle zunzande woro zunzande Oaxaca. Mais je suis très heureux de ton retour de France. Vraiment, je suis content. Mais ma joie, comme on le dit ici, n'est pas arrivée. Où est ta femme? Pourquoi elle n'est pas venue avec toi? Elle est malade? Non, papa. Mais pourquoi elle n'est pas là? Moi, j'ai annoncé à tout le village, même jusqu'au village de ta mère. J'ai dit à tout le monde que tu as épousé une blanche et que tu vas l'amener, tout le monde va la voir, la connaître et tout ça et tout ça. Et tu viens seul. Je ne comprends pas. Il y a quoi? Dis-moi la vérité, mon fils. Ok. Elle va bien. Mais le contrat de notre mariage prend fin dans une semaine. Pour cette raison, elle ne pouvait pas venir avec moi. D'un mariage aussi à contrat? Avec le temps qui passe, c'est possible. Il y en a en pagaille, en Europe. Alors que moi, ici, il n'y a pas un seul quartier dans le village, là. Les 8 quartiers du village, là. J'ai fait annoncer partout que mon fils va venir avec sa femme blanche et que tout le monde va la voir, la connaître. Eh bien, me voilà maintenant. Même jusqu'au village de ta maman. Au tout fin de Contreras. J'ai annoncé ton arrivée avec ta femme blanche. Et tu viens sans elle, parce que vous avez fait un contrat. Contrat d'un mariage. Écoute, si j'avais fait un contrat de mariage d'1 an avec ta maman, tu ne serais pas là. C'est sûr ça, parce que c'est 5 ans après notre mariage que toi tu es arrivé. Mais je ne comprends pas ça. Le temps évolue, papa. Le problème, c'est quoi, papa? C'est pas à mon niveau. Mais elle. Ta femme? Oui. Ah bon? Elle a toujours préféré un mariage de contrat. Mais moi, ça ne m'arrange pas. Voilà pourquoi je ne l'ai pas amenée avec moi. Bon, écoute. Ça, c'est une honte pour moi. Tu vas gérer toi-même cette situation-là. Parce que moi, ça me fait honte de repasser sur mes pas pour dire qu'il y a eu contrat de mariage de mon fils. Et non. Tu vas gérer toi-même. Et tu iras jusqu'à ton village maternel pour informer tout le monde. Moi, je ne peux pas. C'est une honte pour moi. Waga.
Nous poursuivons cette émission et cette fois-ci, on reçoit une charmante demoiselle sur ce plateau. Elle a été élue Miss Golden Tea International 2023. Donc, c'est la Miss ambassadrice de lutte contre le cancer du sein. Nous sommes avec Ida Oriane Dabré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, je rappelle que vous avez été élue Miss Golden Tea 2023. Donc, votre mandat est toujours en cours avant donc la prochaine élection en novembre 2024, je crois. Alors, je rappelle également que vous êtes pharmacienne de formation. Déjà, après votre couronnement, comment vous vivez ce mandat? Est-ce qu'il y a eu des changements aussi dans votre vie et tout? Ok, merci beaucoup à Savane TV pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous exprimer sur son plateau ce matin. Pour ce qui est de mon mandat, je dirais que depuis mon élection, le comité de Golden Tea et nous sommes attelés à mettre en place le projet en fonction de l'orientation que j'ai dû à donner à mon mandat. Voilà. C'était quoi l'orientation? L'orientation pour le mandat, c'est le slogan d'abord, c'est mieux vivre avec le cancer, mon combat. Et l'orientation, c'est surtout pour la prise en charge psychologique des personnes atteintes et de leurs familles. Parce que c'est un volet qui est beaucoup oublié dans la lutte contre le cancer du sein. Donc on se focalise plus sur la prévention et les moyens de prise en charge, alors que l'épreuve de la maladie a un impact psychologique très important sur les patients qui peut jouer sur la prise en charge aussi physique au fait de la patiente. Et aux alentours, il y a l'impact de la famille, comment la famille vit ceci, comment la patiente vit ça aussi, comment la communauté perçoit la patiente. Et mis à part l'épreuve, même après l'épreuve de la maladie, il y a des séquelles le plus souvent qui restent. Et peut avoir une ablation du sein, qu'elles vivent très mal. Voilà. Et tout ça, c'est bien de prendre en charge une personne, mais derrière, si la qualité de la vie de la personne n'est pas améliorée, je pense que on n'a pas résolu entièrement le problème. Et donc, j'ai bien voulu m'attarder sur cette question, voilà, l'aide psychologique des patientes victimes et aussi guéries du cancer du sein. Et quand vous parlez d'aide psychologique, est-ce que c'est le fait de se faire accompagner par disons spécialiste? Donc, je vais parler de psychopsychiatre. Ou c'est l'accompagnement de l'entourage et de la famille? Ce sont les deux. En fait, c'est de fournir à l'entourage et à la personne même les moyens de résilience nécessaires. Voilà. Comment appréhender la maladie pour qu'elle n'impacte pas très émotionnellement notre vie et comment y faire face. Et aussi, cette personne ne pourra pas faire face à la maladie seule. Il y a la famille qui doit s'investir. Voilà, comprendre peut-être en plus des moyens financiers, il y a l'apport vraiment psychologique qui joue un rôle très important dans l'amélioration de la condition de la personne. Donc il va s'agir entre autres de créer un cadre pour comprendre leurs préoccupations et maintenant mettre une feuille de route en place avec l'aide de psychologues pour voir comment les patients vivent la maladie, la famille et comment est-ce qu'on pourra les aider. D'accord. En tout cas, si il y a bien de l'aide à apporter, vous commencez aussi par surtout sensibiliser. Vous êtes là parce que vous avez une activité à venir. Il s'agit notamment d'une conférence. Comment ça va se passer? Ok, donc il s'agit d'une conférence qu'on organise en partenariat avec l'Auxiliaire et l'Association pour le bonheur et le bien-être des familles ABPF qui aura lieu au sein de la structure auxiliaire à Yakma. Donc il va s'agir d'une conférence sur le thème principal cancer du sein, prévention et prise en charge, où nous allons développer et étayer ce que c'est que le cancer du sein, quels sont les moyens de prévention et aussi quelle est la prise en charge qu'on propose au Burkina Faso. Voilà. Et par la suite, ça sera animé par une conférencière de l'ABPF. Okay. Et par la suite, je vais donner une petite communication sur mon slogan « Mieux vivre avec le cancer du sein ». Voilà.
Ok, donc c'est au siège même de l'auxiliaire. Oui. L'activité aura lieu au siège de l'auxiliaire. À partir de quelle heure? À partir de 14 heures. Et qui est-ce que vous attendez en fait à cette conférence, les invités? Ok, à cette conférence, nous attendons les membres de l'auxiliaire et aussi les ressortissantes et les ressortissants de Yagma, qui est une localité aussi un peu excentrée de la ville. Donc nous jugeons que, en plus des campagnes de sensibilisation qui ont été faites et qui se font lors du mois d'octobre, octobre rose, c'est quand même une cible qu'avec l'auxiliaire, nous avons déterminé qu'ils n'ont pas vraiment accès à l'information. Donc c'est pourquoi nous nous sommes dirigés vers eux. Merci beaucoup. Quel serait votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? À l'endroit de tous ceux qui nous suivent, je veux dire que le cancer est bien réel et elle occasionne beaucoup de pertes en vie humaine, soit 1142 décès notés en 2020 par Provoquant, dû au cancer du sein uniquement, et s'investir dans la lutte et dans la sensibilisation, dans le partage de l'information est vraiment crucial pour que tous ensemble nous arrivons à maîtriser ou à, je ne dirais pas éradiquer, vu que je suis de la santé, mais vraiment à minimiser l'impact que cette maladie a sur nos sociétés et sur la mortalité en général. Merci beaucoup et puis on vous souhaite une bonne activité pour ce samedi. Merci. C'est bien samedi prochain, donc en fait c'est demain l'activité à partir de 14h au siège de l'auxiliaire à Yagma. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors restez avec nous, nous allons raccompagner Miss Oriane du moins avec ceci. Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka jam problème Wora yella yella Zunzande wora zunzande Ohaka ohaka Bonjour bébé. Ah, quelle surprise! On n'avait pas rendez-vous? Oui. Oh, ben c'est un plaisir de te voir. Ça va? Ça va. Dis donc, quelle surprise, vraiment. Ah, je suis heureux de te recevoir ce matin. Hein? Ah, mais pas tellement. Alors, il y a quelle nouvelle? J'ai pas mes règles il y a 3 semaines. Ah ouais? Tu veux dire que tu es enceinte? Oui. Et qui est le père de ton bébé? Toi? Comment ça? Mais je ne sortais avec personne que toi. Alors là, c'est pas simple. Tu fais exprès ou quoi? Ben non. Tu sais que je suis marié, que j'ai des enfants qui ont fait des enfants, donc je suis grand-père. Ce serait mal vu dans la société. Il faut qu'on trouve une solution. Mais surtout pas l'avortement. Comment? Je ne peux pas mettre ma vie en danger et celle de notre enfant. Tu as une idée? Oui. Alors, c'est quoi ton idée? J'ai un copain en Europe. Et si on fait vite, je peux arriver. Il attribue la grossesse. Ah, ok bébé. D'accord. Ok. Écoute, une très bonne idée qu'il faudrait exploiter rapidement. Mais il faut combien en principe? Bon, il me faut mon passeport, Oui. un billet d'avion et... Viens demain matin, je te fais un chèque de 5 millions. 5 millions? Oui. Tu es sûr que ça va suffire? Bah évidemment, ton billet d'avion, ton séjour et tout ça, le temps que tu sois sous le couvert de ton copain, quand même, je pense que c'est bien payé quand même. Hein? D'accord. 5 millions quand même. Pas de problème.
Ok. Je te fais un chèque demain matin à 8 h. D'accord. Donc, je te laisse travailler. Ouais. Et on se dit à demain. 8 h, c'est bon? C'est bon, c'est moi qui te l'ai dit, non? Ok, À d'accord. bientôt. Ok. Bonne journée. Bye. Ma copine, ça a marché. Je t'ai dit, même prévu. Mon chèque demain matin. Oh, ok. Prochaine étape. À mon tour. Je t'ai dit, viens. Waga. Et nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on parlera beaucoup de lutte contre le cancer du sein. Et aujourd'hui on en discute avec un auteur sur ce plateau, un auteur qui a vécu l'histoire de ce qu'il raconte dans son livre. On le dans la rubrique invité du jour, Monsieur Vincent Nikema. Il est auteur du livre intitulé Qui soigne Sida, le combat d'une femme contre le cancer de sein. Bonjour Monsieur Nikema. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur ce plateau. Merci infiniment. Alors, je sais qu'on vous a reçu une fois sur ce plateau pour parler de ce que vous avez vécu avec votre épouse qui nous a malheureusement quittés suite au cancer du sein. Vous avez décidé d'écrire tout ça dans un livre, de coucher ce que vous avez vécu sur des feuilles, comme on le dit. Voilà, sur du papier blanc. Sur du papier blanc. Oui. Pourquoi? Parce que c'est être courageux quand même que de vouloir écrire, parce que l'écrit reste. C'est vrai qu'on ne peut pas effacer ce qu'il y a dans notre mémoire, mais l'écrire, ça a dû être pénible, non? Très pénible. Très pénible. Ça m'a pris plusieurs années. Après le décès, j'ai essayé maintes fois. Quand j'ai écrit, arrivé à un certain moment, je suis obligé de ranger parce que ça me revenait. Quand j'ai fini de l'écrire, après l'édition, une dame, psychologue, a lu. Et puis elle m'a appelé, elle a lu l'œuvre, elle a acheté l'œuvre et puis elle a lu. Elle m'a dit tout simplement que l'écriture est thérapeutique. Ah oui. Que ça va me permettre d'oublier et d'aider plusieurs personnes. Voilà. Donc je crois que l'écriture n'est pas simple. Mais vous, à la base, pourquoi vous avez décidé d'écrire votre histoire, l'histoire que vous avez vécue? Oui, effectivement, l'histoire m'a beaucoup marqué. La perte prématurée de mon épouse m'a beaucoup marqué, puisqu'elle est décédée à l'âge de 36 ans. Donc, d'une maladie ignoble, une maladie qui est silencieuse. Donc, moi, ça m'a permis de dire pourquoi ne pas écrire et de lancer l'alerte, de sensibiliser les autres couples, les autres familles, pour ne pas que ces familles tombent comme ce qui m'est arrivé. Voilà, parce que perdre un être, surtout une femme, c'est très difficile. C'est très difficile. Dans un couple. Est-ce que dans ce livre, Qui soigne Sida, le combat d'une femme contre le cancer du sein, Qui soigne Sida, c'est le prénom, c'était le prénom? Oui, mon épouse, votre épouse, paix à son âme, s'appelait Bonkungu, Qui soigne Sida Marie Flavia. Voilà, donc, Qui soigne Sida, ou le combat d'une femme. Qui soigne Sida, c'est un prénom de mon épouse. Donc, l'œuvre est intitulée Qui soigne Sida, le combat d'une femme contre le cancer du sein. Voilà. Est-ce que dans l'œuvre, dans ce livre, vous racontez exclusivement ce que vous avez vécu, au vu que c'est un livre quand même de plus de 250 pages, vous avez rajouté par moment? Oui, le livre, quand vous allez à la partie résumée du livre, c'est un vécu réel. C'est un vécu réel. C'est qu'on a ajouté un peu de... Bon, quelques... En termes de description. C'est ça, okay. C'est ça. Pour, en fait, pour moi, je n'ai rien ajouté, sauf seulement que j'ai changé le nom, les lieux et les noms et les personnes. Voilà. Sinon, c'est un vécu réel.
Voilà. Un vécu réel. Alors, parcourons justement le livre ensemble. Un livre qui fait plus de 254 pages. Ça veut dire que vous racontez dans les détails ce qu'on peut dire. Alors, au chapitre 1 déjà, vous nous parlez d'un rêve prémonitoire. Oui. C'était quoi ce rêve? Ce rêve, je devais me rendre au village pour une rencontre. Quand je me suis levé tout le matin, j'ai vu madame qui était couchée parce que je devais aller très tôt. Ensuite, on a échangé. J'ai remarqué quelque chose sur son sein droit. Après, je suis parti au village parce qu'il y avait une rencontre de toute la famille au village. Bon, pendant que nous sommes arrivés au village, la rencontre devait se faire le lendemain. Quand je suis arrivé tout fatigué, je me suis couché. On était arrivé au village aux alentours de 15h, 17h. Bon, je voulais me reposer un peu, voir. En même temps, un rêve est venu que, bon, vous savez, votre femme, dans un rêve comme ça, votre femme souffre. Il faudrait vous lever pour vous battre. Bon, moi, en sortant, ma femme n'avait pas un problème. Voilà pourquoi on dit un rêve qui prévient. Qui prévient. Voilà. Et après ce rêve, est-ce que vous avez eu, ça vous a tiqué, vous avez eu à échanger avec elle pour... Oui. Après le rêve, j'ai voulu échanger avec le patriarche. Dans l'œuvre même, j'ai parlé de ça. Oui. J'ai dit au patriarche que j'ai un problème, me connaissant. Il me dit, mais pourquoi je suis mieux? J'ai dit, non, j'ai rêvé d'une situation qui est bizarre. En sortant chez moi à la maison ce matin, ma femme n'avait pas de problème. Et le patriarche, le vieux, le doyen du village, de la famille, m'a rassuré que, effectivement, il peut avoir quelque chose. Il y a deux cas de figure. Il peut avoir un petit problème ou pas un problème. Mais à moi de voir la situation, d'analyser la situation en fond et large. Voilà. Et dans le livre, vous parlez aussi de quand vous partez pour la première consultation et qu'on vous informe ce qu'il y a. Voilà. Comment ça se passe après? Quand on a été informé que... Après, puisqu'on allait à la consultation, ils nous ont demandé de faire la mammographie pour voir quelle est la situation de... Comment on appelle ça? De la boule dans le sein. Après cela, on a fait la mammographie. Bon. Après analyse, on a trouvé qu'il faut enlever la boule dans le sein. Donc, c'était les premiers examens comme ça. Bon, après avoir enlevé la boule, ils m'ont demandé encore de faire une analyse de cette boule, la particule, d'extraire une petite partie de la boule et aller en faire des examens approfondis pour voir quelle était la particularité de la boule. Je tiens à vous informer que moi, je ne suis pas comment on appelle ça, un agent de la santé. Non, vous êtes gérage de formation. Oui, voilà, je suis gérage de formation. Je suis dans l'administration publique. Je suis passé par l'ENAM. Je suis actuellement au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est pas moi, c'est le vécu réel, ce qui m'est arrivé, que j'ai couché sur du feuille blanc. Voilà, sur une feuille blanche. Voilà, sinon. Donc, après cela, ils nous ont dit qu'il faut raser le sein parce qu'il y a un cancer. Voilà où la situation a commencé. Il fallait courir de gauche à droite pour que cela se fasse. Voilà. Et dans le livre, je crois au chapitre 3, vous avez raconté comment il fallait faire... il fallait même relater ou, disons, informer la famille, parce que la famille, c'est y compris les enfants, parce que vous aviez déjà des enfants. C'est ça. Oui, il fallait, comme la situation était là, comment gérer la situation. Il faudrait que toute la famille soit informée de la situation présente. Parce que c'est un mal. Nous-mêmes, on ignorait qu'est-ce que c'est que le cancer. C'était une première fois. La famille même n'avait pas une notion de la chose. Voilà. On était des novices en la matière. Donc, il fallait mettre la famille au courant de la situation. Voilà. Donc, j'ai informé les grands frères, la belle famille, quelques amis. Et c'est ce qui s'est passé. Dans l'œuvre, je l'ai relaté aussi. Oui. Ouais. Maintenant, la phase la plus difficile et longue que vous avez relatée aussi dans ce livre, c'est la phase traitement. Traitement
qui dit traitement parle de coût, de temps et de souffrance aussi de la malade. C'est ça. En tout cas, cette partie m'a beaucoup... Quand j'écrivais cette partie, parce que c'est la partie la plus difficile. D'abord, c'est le coût. Ensuite, le temps. Et surtout, la malade. Parce que c'est elle qui doit supporter le traitement. C'est elle qui doit... Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est elle qui prend un coup. Voilà. Donc ce qui est bien en fait aussi, avant qu'on parle de ce que vous voulez, de l'autre côté où vous sensibilisez, on sait que vous nous avez parlé aussi dans ce livre-là de... quand elle a été admise à salle d'opération et tout, et elle devrait être évacuée également et ça n'a pas pu se faire. Ce problème d'évacuation m'a beaucoup marqué. Et je l'ai relaté dans le chapitre 9. Dans le chapitre 9, oui. Non, dans le chapitre 11. Le dernier chapitre, qui est intitulé Tardive et vraie bavure du Conseil national de santé. Voilà. C'est le chapitre 11. Tardive et c'est intitulé, voilà, et vraie bavure du Conseil national de santé. Là, grâce à des connaissances, un ami qui travaillait dans cette structure, il m'a dit pourquoi ne pas faire une demande. Il se pourrait que, comme le cas de votre femme est un peu délicate, peut-être vous aurez un appui d'évacuation à l'étranger. Effectivement, j'ai vu le docteur le docteur Traoré, c'est un nom comme ça que j'ai mis dans l'œuvre. J'ai vu docteur Traoré qui m'a fait rassembler tous les papiers. Avec son aide, j'ai pu déposer le dossier au Conseil national de santé. J'ai attendu. Ce n'est que 3 mois après le décès de mon épouse que j'ai eu une réponse négative. Ils m'ont appelé de venir chercher ma réponse. Quand je suis allé, ils m'ont remis un courrier de ma part. J'ai dit, bon, je peux l'ouvrir. Ils m'ont dit, pas de problème, je peux l'ouvrir. Quand je l'ai ouvert, ils m'ont dit tout simplement qu'ils sont désolés. Une lettre là, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas prendre. Une réponse négative. Qui prend 3 mois. Vous voyez que une malade, non, c'est bon, c'est passé. Moi, tout ce que je sais, tout ce qui est fait est bien et juste. Mais ces gens de bavure, pour que ça s'arrête, il faut que les gens fassent leur travail. Pour une réponse négative, on n'a pas besoin de 3 mois. Dites simplement 2 semaines, 3 semaines que nous ne sommes pas à mesure de prendre en charge votre malade. Et ça s'arrête là. On ne peut pas attendre 3 mois. Ça, non, madame, c'est bon, c'est un épisode. Alors, vous avez écrit ce livre, mais l'objectif, ce n'était pas que de raconter seulement ce que vous avez vécu, mais vous êtes appuyé sur ce que vous avez vécu pour sensibiliser. C'est l'autre volet de ce livre-là. C'est ça. Qu'il est important encore de rappeler aux téléspectateurs. C'est ça. Qu'est-ce que vous direz au public concernant le cancer du sein? En fait, l'œuvre intitulée Qui soigne SIDA, le combat d'une femme contre le cancer du sein, a 2 volets. J'ai une première partie, compter le vécu réel. Ensuite, à l'annexe, j'ai essayé de faire, c'est intitulé Un bref aperçu du cancer du sein. Oui. C'est là-bas que j'ai essayé de sensibiliser et de mettre un accent sur les démarches, comment prendre en compte le cancer des seins, comment reconnaître un cancer des seins. Je tiens à vous informer que je ne suis pas un spécialiste en cancer des seins. Ce sont mes recherches et puis mon vécu réel qui m'a permis de faire l'annexe. Voilà. Et l'annexe aussi, c'est à partir des sources. De connaisseurs, de spécialistes que j'ai pu ébaucher l'annexe. Voilà. D'accord. Et à travers ça aussi, vous avez conseillé. Et pour vous, il faut surtout prendre soin des femmes et tout de suite avertir lorsqu'on sent un malaise au niveau
du sein. C'est ça. En fait, le sein, chez nous, moi, je crois qu'il faudrait qu'on travaille à bannir quelques tabous. Okay. Votre épouse, pour toucher le sein de votre épouse, vous n'avez pas besoin de tabou. En fait, c'est votre épouse. À chaque moment, vous pouvez palper le sein de votre épouse, voir s'il y a quelque chose. Ou bien elle-même, elle peut se mettre devant un miroir et puis essayer de toucher ses seins. Donc, ça permet de prévenir des maladies comme le cancer du sein. Il faut toucher à chaque moment le sein. Voilà. Merci beaucoup de partager cette histoire avec nous, Monsieur Nikema. Merci, Notre temps est en train de s'épuiser. Merci. Mais le livre est disponible. Le livre... Est-ce que la dédicace a déjà eu lieu? Non, pas encore. La dédicace n'est pas encore. Mais je suis en train de travailler pour que cela soit effectif. Voilà. Après la dédicace, on pourrait la voir dans les librairies où vous l'avez encore déjà déposé. Oui, après la dédicace, bon, je crois que dès la semaine prochaine, je vais m'atteler pour que ça soit en librairie et puis dans des stations services de Total, bon, les boutiques Total, je vais dire, et quelques librairies. Mais pour le moment, j'ai le livre à ma possession. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que le prix est connu ou vous êtes en discussion toujours avec le livre, bon, on a essayé de discuter parce que moi, l'objectif du livre, quand je l'écrivais, mon premier passage ici, j'ai dit que le livre, je voulais qu'on m'aide à éditer le livre pour que plusieurs lectrices, surtout les lectrices, puissent prendre connaissance du contenu du livre. Mais bon, vous savez, c'est difficile, j'ai tapé plusieurs portes. Jusqu'à présent, j'ai déposé des demandes d'aide pour l'édition, mais beaucoup ne m'ont pas répondu. C'est ça, moi, je ne comprends pas. Mais d'autres, par contre, m'ont répondu, mais d'une façon négative. Mais je tiens à féliciter le ministère de la Culture qui m'a apporté un soutien. Un soutien, mais bon, c'est un soutien en parenthèse. Voilà. Bon, le livre est disponible. Moi-même, une fois, j'ai discuté avec vous que ce livre, je pouvais vendre mon livre à 2000. Mais pour le moment, avec les maisons d'édition, les le coût du livre, là, l'édition m'est revenue un peu cher. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes toujours en étude. Voilà. Pas de souci, M. Nikema. Certainement, pour les autres fois, on va vous recevoir pour avoir la date de la dédicace. Merci. Et puis, bien sûr, le coût du livre. Alors, vous souhaitez peut-être laisser un contact pour ceux qui voudraient bien... Parce que pour des conférences, des panels et tout, ça serait bien que vous soyez aux côtés de ceux-là qui luttent aussi contre le cancer du sein pour des témoignages. Et aussi pour présenter votre livre. C'est ça. Ok. Et mon contact, je suis au 76 64 22 76 ou le 78 16 48 84. Merci beaucoup. Et on passe le bonjour aussi à vos merveilleux enfants. Il me semble que vous avez des jumeaux. Et oui. Ok, super. Merci beaucoup à vous. Merci. Et puis on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Chaque vendredi, nous sommes avec Victoire Auto École pour la chronique de vendredi. C'est la chronique sécurité. Victoire Auto École. Bonjour, Monsieur Paléfo. Oui, bonjour, madame. Et bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Aujourd'hui, on parle de l'utilisation du téléphone portable au volant. Parce que depuis quelques semaines, on parle d'une série de causes d'accidents graves et l'utilisation du téléphone portable en fait partie. Ouais. Quels sont justement les enjeux de l'utilisation du téléphone portable en circulation? D'accord. Merci à vous qui nous suivez ce matin encore et bienvenue à l'émission sur la sécurité routière. Bon, donc, on a eu à parler aux émissions passées de la fatigue au volant, de l'alcool, la conduite sous l'emprise d'alcool. D'accord. Aujourd'hui, on va parler maintenant de l'utilisation du téléphone portable comme étant les causes majeures maintenant des accidents les plus graves sur nos routes. Alors, les enjeux, l'enjeu majeur tout de suite là, pour quelqu'un qui conduit avec le téléphone, l'utilisation du téléphone là, c'est tout de suite la distraction. Donc, le conducteur est distrait. Alors maintenant, la distraction, le téléphone portable va faire naître, comme on appelle, 4 sources de distraction. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la distraction. Premièrement, il y a ce qu'on appelle donc la distraction visuelle. Donc ça fait que le conducteur, là, le fait de s'abaisser par exemple pour consulter un SMS, d'accord, ou bien prendre un appel, d'accord, ça fait qu'il relâche la conduite. Le fait de ne plus regarder, c'est une situation très grave. Parce qu'à tout moment, il peut soit heurter quelqu'un qui est devant lui, ou bien même renverser un piéton qui tenterait de traverser la chaussée. Vous voyez la position de la dame? Donc, comme ça, elle ne regarde rien. Elle est juste là comme ça de fort. Alors, aussi le fait de ne pas regarder les rétroviseurs, là, vous pouvez voir que souvent, il y a les cyclistes là, qui viennent au niveau des angles morts là, et que tu peux facilement les renverser sans savoir. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle la distraction cognitive là. Donc ça se joue dans la tête. Alors, lorsque vous prenez un appel comme ça, ou bien vous consultez un SMS, tout de suite, ça peut vous distraire. Tout dépend de la nouvelle qu'on vous annonce, d'accord, dans le SMS ou bien dans l'appel. Donc, comme on dit encore, vous êtes physiquement dans le véhicule, mais l'esprit n'est pas là. L'esprit est concentré sur ce que vous écoutez au téléphone, là, ou bien ce que vous avez lu. Donc, de cette façon aussi, donc vous pouvez facilement là, aller causer les accidents. Il y a la distraction auditive aussi. Qu'est-ce que c'est? Donc, lorsque vous prenez le téléphone et que vous vous êtes concentré, donc voilà, vous êtes concentré à l'écoute comme ça là. Les bruits sonores qui viennent de dehors, par exemple, quelqu'un qui essaie de vous dépasser et qui klaxonne, vous n'allez pas entendre, d'accord? Voilà, les bruits sonores extérieurs là, qui pouvaient être de type à vous prévenir de certains dangers là, donc sont ignorés du fait que le conducteur est resté concentré à écouter son téléphone. Maintenant, pour terminer avec les types de distraction là, c'est la distraction dite physique. La distraction physique, c'est quoi? Surtout pour ceux qui veulent lire les SMS ou bien envoyer des SMS. Donc, il faut utiliser une main au volant, ce qui est très déconseillé, d'accord? Souvent, quand vous faites beaucoup la vitesse même, alors, si vous allez vous abaisser pour écrire un SMS et vous tenez le volant avec une main, donc vous balancez. Vous allez voir que par moment, donc le conducteur va partager mal la chaussée avec ceux qu'il croise. Donc, il peut aller à l'encontre des autres usagers ou bien même donc, quitter sa trajectoire pour se retrouver peut-être dans le décor. D'accord? Tout ça, là, ce sont des situations à apporter des accidents très, très terribles.
D'accord. Vous voyez des choses. Alors, monsieur, malheureusement, c'est ça hein, que le téléphone aussi peut causer. Voilà. Comment on peut remédier à cette situation, l'utilisation du téléphone portable en circulation? Voilà, donc ça, chaque fois on essaie de conseiller là-dessus, attirer l'attention, mais ça continue quand même. Mais il faut toujours continuer aussi de faire sur la sensibilisation. Donc, alors, pour quelqu'un, par exemple, qui veut faire un long trajet, bon, quand je parle, ces cas que j'ai pris là, c'est surtout sur les longs trajets, là, pour les gens qui font des voyages là, d'accord. Donc, si vous voulez faire un voyage comme ça, donc s'il y a des appels importants, passez-les, finissez tout, d'accord. Ça, c'est la première solution, avant de prendre votre route. Okay. Alors, deuxième solution, c'est quoi? Une fois que vous êtes en conduite là, il faut éteindre le téléphone, d'accord? Ou bien vous le mettez en mode silencieux, ou bien vous le mettez carrément en mode avion, et vous vous débarrassez de ça en faisant quoi? En le rangeant, par exemple, dans le coffre à gants, d'accord? Maintenant, l'autre solution, c'est quoi? Peut-être vous pouvez vous arrêter à un moment donné, donc en conduite là, une fois vous trouvez un emplacement, donc approprié comme les parkings publics, là, vous pouvez serrer, d'accord? C'est une manière pour vous-même de respirer un peu, et vous prenez votre téléphone pour consulter maintenant les événements manqués tels que les appels et vos SMS. Donc l'autre solution aussi, c'est quoi? Par exemple, il y a de ces situations où vous êtes obligé en conduite là d'être en communication permanente avec quelqu'un. Par exemple, si vous ne trouvez pas le lieu. Voilà, un truc comme ça, oui. Il y a d'autres qui vont peut-être ou bien peut-être il y a une urgence quelque part et puis il faut qu'on vous renseigne à tout moment. Donc en ce moment, c'est conseillé, si vous voyagez avec quelqu'un, passez-lui le téléphone là pour qu'il vous réponde à vos appels et vos SMS, d'accord? Pour que vous vous concentrez au volant. Maintenant, il y a les deux autres cas que je vais mentionner, mais c'est pas conseillé, d'accord? Mais ça vaut encore mieux. Par exemple, ceux qui ont des véhicules automobiles qui sont équipés du système de connexion Bluetooth là, donc qu'est-ce qu'ils font? On connecte le téléphone, du coup vous vous débarrassez du téléphone et tout se passe maintenant sur l'écran de votre véhicule automobile. Donc quand les appels viennent comme ça là, donc c'est en main libre. Après deux sonneries seulement là, ça va décrocher automatiquement et puis mettre en haut-parleur en main libre. Vous pouvez communiquer. Mais tout ça, comme j'ai dit là, c'est un peu déconseillé parce que ça va capter votre attention. D'accord? Une fois que vous prenez l'appel comme ça là, vous êtes beaucoup plus concentré là. Vous verrez que le temps de réaction maintenant du conducteur là va diminuer. Il n'est plus réactif par rapport aux actions qui se présentent à lui. D'accord? Voilà grosso modo ce que on pouvait dire sur l'utilisation du téléphone au volant. Alors, au Burkina, il faut rappeler quand même ce que la loi dit. Voilà, effectivement, puisque l'utilisation du téléphone là même constitue déjà une infraction au cours de la route, donc il faut sanctionner. Voilà, donc prendre quelqu'un comme ça là au téléphone, bon, les sanctions sont diverses, donc on va aller des sanctions légères jusqu'aux sanctions plus ou moins fortes là. Les sanctions légères déjà c'est quoi? C'est le paiement de l'amende, voilà, le paiement de l'amende. Aussi les sanctions un peu sévères, donc on peut vous suspendre souvent de façon temporaire votre permis de conduire ou bien carrément même l'annuler. Voilà, c'est ça en quelque sorte les sanctions. Voilà. Merci beaucoup, M. Paléfo. C'est moi qui vous remercie. Et faites attention, n'utilisez pas le téléphone portable en circulation pour votre propre vie. Même si on peut vous sanctionner, mais c'est surtout pour vous protéger et protéger les autres. Voilà. Je rappelle que M. Paléfo est de Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. Donc on salue aussi tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victoire Auto-École. Merci. Et puis tout à l'heure, on recevra Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end. On marque une petite pause. Merci.
recevons à présent l'honorable Honoré Onadia pour les rendez-vous. Plateau. Bonjour Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices et bon Juma Moubarak à l'ensemble de nos frères et sœurs musulmans, que le bon Dieu agrée nos différents vœux et qui nous permette d'exceller dans tout ce qu'on va entreprendre. Amin ya Rabbi. On débute les rendez-vous du week-end avec la 11e édition du festival Village du Baska. Village du Baska qui bat son plan du côté bien sûr de Moctedo. Nous sommes à la 11e édition. Une 11e édition qui se veut encore une 11e édition dans la résilience, parce que c'est vrai que nous traversons un contexte sécuritaire, mais avec les efforts conjugués de nos FDS et VDP, nous engrangeons des victoires sur le terrain, raison pour laquelle le festival a décidé encore d'apporter la part la plus belle, mais également permettre à des artistes burkinabés de vous égayer. Et comme au programme ce soir, puisque le festival a débuté hier, ce soir vous aurez au programme des artistes comme Nelson Boss, vous aurez des artistes comme Quincy, Frankie Degan, Blem, Nabaloum et Amzi qui viendront s'entretenir avec vous. Et demain, vous aurez comme ça des artistes comme Hilaire, Kafando, Arlette, Emma, Ella, Nikema, Zedmo, Sofiano, Mistania et Dez Aldino. Et pour l'apothéose, le dimanche, vous aurez comme ça Vénus, MC, Lassan Zorgo, Rayman, Zedes. Et pour clore, le Baba viendra décortiquer son nouvel album avec vous pour le plaisir de toutes ces personnes-là qui aiment vraiment la culture et qui se déplacent lorsqu'on les convoque. Alors, le rendez-vous, il est pris. C'est du côté de Grand Tyran de Moctedo pour vivre pleinement la 11e édition du festival Village de Baska qui bat son plein du côté de Moctedo. Parlons maintenant des projections cinématographiques de ce week-end. Les projections cinématographiques de ce week-end, à la demande des cinéphiles, le film La Dot de Abdourahim Tabsorba est reprogrammé pour le bonheur en tout cas de ces cinéphiles du ciné Nerwaya, et ceux du 15 jusqu'au 21 aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Du côté du ciné Burkina, nous revelotons avec un nouveau film qui n'est autre que le film Penga, qui est un film du collectif des Amazones Productions qui revient pour vous présenter une dernière trouvaille. C'est ce film-là qui est projeté depuis le début de semaine jusqu'au 21 aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs CFA. Alors, Honoré, on termine avec les rendez-vous de la maison. Les rendez-vous de la maison, c'est à partir de 11h. 11h déjà, votre émission cadeau du jour. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour prendre part à cette émission. Alors, il sera question d'échanger avec le directeur commercial de Savane, entre la personne de Emmanuel Abissi qui viendra échanger avec nous sur de nouvelles perspectives encore de votre émission cadeau du jour. Voilà, donc nous allons vous demander d'y participer. Voilà, le 02 21 02 02, c'est le numéro à composer. Demain, sur l'ensemble des médias à partir de 8h, votre émission d'information, sur la radio comme à la télé. C'est notre invité que l'on reçoit demain, El Hadj Ousmane Préfet Ouedraogo, qui est le président de la Fédération des tradis praticiens du Burkina Faso. Avec le directeur de l'information, il sera question de débattre sur un sujet donné, mais également vous permettre d'avoir la primeur de l'information. Alors, la rétrospective du Sonré à la télé, c'est le samedi à partir de 14h et bien sûr le dimanche à partir de 7h30. Pour la rétrospective du côté de la radio, pour l'émission Sonré, c'est le dimanche à partir de 6h. Et quant à la rétrospective des pensées et des proverbes, le rendez-vous est pris tout simplement le samedi et le dimanche à partir de 6h avec le El Maestro, tout simplement, capitaine Drasmane Nikema, alias El Capitano. Voilà, c'est ce dernier-là qui viendra vous retrouver pour partager ces différentes informations pour vous. Parce qu'on a décidé tout simplement de nous rapprocher de vous, parce que Savane TV, c'est vous, et nous sommes la puissance de la communication. Merci beaucoup, Honoré. Merci. À vendredi prochain. Merci Inch'Allah. Également à l'équipe de semaine. Merci à nous, Foubon Congo, Michael et Amego, au son et à la réalisation. Merci à Laura, toujours à la production. Merci à Nathalie et à Aurélie qui ont assuré le maquillage cette semaine. Merci à tous les monteurs, merci à tous les diffuseurs. Merci et surtout aussi à la rédaction pour l'accompagnement. Le rendez-vous est pris, Inch'Allah, pour le lundi quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. Allez, cuisse.